La deuxième partie de cette formation concerne les aspects légaux de l'égalité professionnelle et du harcèlement sexuel et moral. L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le travail implique le respect de plusieurs principes pour l'employeur. L'interdiction de discrimination en matière d'embauche, les absences de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière, les obligations vis-à-vis des représentants du personnel, mise à disposition d'informations relatives à l'égalité professionnelle dans la BDES, information des salariés et candidats à l'embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l'entreprise. Concernant l'égalité professionnelle et la rémunération, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe. L'employeur peut tout de même mettre en place des mesures temporaires au seul bénéfice des femmes qui auront pour but d'établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Il faut remédier aux inégalités avec des mesures qui résultent soit des dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation ou la promotion, soit des stipulations de conventions de branche ou accords collectifs, soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Concernant l'égalité professionnelle lors de l'embauche, les entreprises ont interdiction de mentionner dans une offre d'emploi le sexe du candidat recherché ou de prendre en compte l'appartenance du candidat à l'un ou l'autre sexe comme critère de recrutement. Il est également interdit de refuser d'embaucher une personne en considération du sexe, de la situation familiale ou de l'éventuelle grossesse. Le Code du travail interdit toute distinction entre salariés suivant 18 critères comme l'âge, le sexe, l'identité sexuelle, les mœurs, etc. Les employeurs ont l'obligation de négocier avec les organisations syndicales, notamment lors des NAO, négociations annuelles obligatoires. Les informations qui peuvent être transmises sont des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle, index égalité femmes-hommes. Les sujets qui devront être abordés sont les suivants. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires, effectifs, le temps de travail. Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail. L'employeur, avec les délégations syndicales, doivent aboutir à un accord ou un PV de désaccord pour mettre en place des mesures liées à l'égalité professionnelle et notamment sur l'aspect de la rémunération. L'accord qui sera conclu suite aux négociations devra répondre aux conditions fixées à l'article 2242-1 du Code du travail. Les organisations liées par une convention de branche se réunissent au moins une fois tous les 4 ans pour les thèmes de la rémunération, égalité professionnelle, conciliation vie pro-vie perso, conditions de travail, insertion professionnelle des travailleurs handicapés et la formation professionnelle. Nous allons voir ensuite l'index égalité femmes-hommes. Les entreprises d'au moins 50 salariés doivent publier chaque année un index de l'égalité femmes-hommes qui est établi à partir d'indicateurs précis et mesurant la situation de l'entreprise au regard de l'égalité entre les femmes et les hommes. En fonction du niveau de cet index, l'entreprise devra mettre en place des mesures correctives, sinon une sanction sera donnée. En effet, chaque année avant le 1er mars, les entreprises doivent calculer et publier cet index sur leur site internet, au CSE et à l'inspection du travail. L'index sur 100 points se calcule à partir de 4 à 5 indicateurs. L'écart de rémunération femmes-hommes, l'écart de répartition des augmentations individuelles, l'écart de répartition des promotions, seulement pour les entreprises de 250 salariés, le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. En cas d'index inférieur à 75 points, l'entreprise doit mettre en place des mesures correctives pour atteindre au moins 75 points dans un délai de 3 ans. En cas de non-respect, l'entreprise s'expose à une pénalité financière jusqu'à 1% de la masse salariale annuelle. Nous allons voir les sanctions qui peuvent être encourues. Un salarié victime de discrimination peut saisir le Conseil des prud'hommes. Les sanctions encourues par l'employeur sont les suivantes.
l'annulation de la mesure prise, sanctions disciplinaires, licenciements, etc., un versement de dommages et intérêts à la victime, et peut aller jusqu'à 45 000 euros et 3 ans d'emprisonnement. Nous allons faire un petit rappel sur le harcèlement moral et sexuel déjà vu dans la partie 1. Le harcèlement sexuel est défini par l'article 222-33 du Code pénal. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et est aussi assimilé au harcèlement sexuel le fait même non répété d'user de toute forme de pression grave dans le but, réel ou apparent, d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Cette définition est reprise dans des termes sensiblement identiques par l'article 1153-1 du Code du travail, selon lequel aucun salarié ne doit subir des faits. Quels sont les recours possibles? En cas de harcèlement sexuel ou moral, le salarié doit saisir le conseil des prud'hommes dans le cas où la victime est salariée au sein d'une entreprise privée, ou soit le tribunal administratif dans le cas où la victime est un agent public. Nous allons voir qui est le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs ont l'obligation de désigner un référent harcèlement. Le CSE doit procéder à la nomination d'un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 prévoit plusieurs obligations à l'égard des employeurs par rapport à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel. La désignation du référent en fait partie. Ainsi, les obligations sont les suivantes. La désignation d'un référent visant à lutter contre le harcèlement sexuel ainsi que les agissements sexistes, désigné parmi les membres du CSE, référent salarié, selon les dispositions de l'article 2314-1 du Code du travail. Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. La désignation directe par l'employeur d'un référent entreprise, pour les entreprises comprenant plus de 250 salariés, conformément aux dispositions de l'article 1153-5-1, ce dernier sera chargé d'orienter, d'informer, d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes. Les membres élus au comité social et économique sont habilités à prendre des mesures pour protéger les salariés, que ce soit en groupe ou individuellement. Ces mesures concernent notamment la prévention du harcèlement moral et sexuel, ainsi que la lutte contre les comportements sexistes au travail. C'est ainsi que le référent harcèlement a vu le jour par une loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Nous allons voir quel est le rôle du référent. Le référent harcèlement est en charge de surveiller les situations d'harcèlement sexuel ainsi que les agissements sexistes au sein de son entreprise. Son rôle consiste donc à orienter, informer et à accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes. Ainsi, la mise en place d'un référent harcèlement renforcera l'obligation de prévention des entreprises. Après sa formation, le référent harcèlement aura un rôle de soutien moral à toutes les victimes de harcèlement sur leur lieu de travail. Quelles sont les missions du référent? Le Code du travail ne définit pas les missions du référent harcèlement sexuel au CSE. Toutefois, seules les missions du référent désigné dans les entreprises d'au moins 250 salariés sont prévues par le Code du travail. Ainsi, les missions dévolues au référent harcèlement sont les suivantes. L'orientation et l'accompagnement des salariés en matière de lutte contre le harcèlement. Cette mission consiste, pour le référent harcèlement, à répondre aux questions des salariés et à les informer sur le sujet. La présentation de mesures de prévention. Le référent harcèlement a également un rôle préventif au sein de l'entreprise. En effet, il doit prévenir les comportements relatifs au harcèlement sur le lieu de travail. Par ailleurs, il peut demander la mise en place de formations sur la prévention du harcèlement au travail
et sur ses conséquences sur les salariés. Il a aussi pour mission de communiquer avec les responsables hiérarchiques des salariés en cas de harcèlement au travail. Il sert donc d'interlocuteur entre les salariés et l'employeur. Il a pour dernière mission de constituer des dossiers pour dénoncer le harcèlement au travail et faire valoir les droits des salariés. Nous nous retrouvons tout de suite pour la partie 3 sur le rôle de l'employeur.